Au niveau du premier confinement, on est parti un peu, comme beaucoup de gens, un peu dans l'urgence. Et donc, on a commencé à travailler, à mettre en place des outils de travail à partir de choses qui étaient déjà disponibles, notamment des choses que moi j'utilisais dans le cadre de mon cours de master et de bac 3, c'est-à-dire une solution qui s'appelle Mattermost. Et puis, comme je suis en contact avec, et comme plusieurs professeurs ici, avec l'équipe d'Actic, Domaine Public et d'autres acteurs de l'Internet indépendants bruxellois, on s'est tout de suite tourné vers eux en disant, on se retrouve dans cette situation, j'imagine qu'on n'est pas les seuls. Nous, ça nous intéresserait d'avoir tel ou tel logiciel. Et c'est comme ça qu'on a commencé, mais un peu sur le tas, avec tout de suite l'idée de proposer des alternatives aux plateformes vers lesquelles tout le monde se tournait très rapidement. Effectivement, on était dans une situation où on est plusieurs à être informés, avoir eu des expériences et avoir aussi fait le choix des logiciels libres depuis longtemps. Mais cette expérience-là, elle est née des fois de constats dans nos parcours respectifs, que ce soit les parcours professionnels dans les secteurs du graphisme et de la communication ou nos parcours dans le secteur associatif ou militant. Pour ma part, j'en suis venue à être très attentive à ces questions de logiciels libres dans le cadre professionnel, parce que auparavant, avant de travailler ici à l'ERG, j'ai travaillé pour différentes associations, secteurs non marchands, etc. Et je me suis rendu compte, depuis que j'ai commencé à travailler dans ce secteur-là, dans les années 2000, que souvent, les associations se retrouvaient coincées avec des logiciels propriétaires dont elles n'avaient pas les maîtrises et qui faisaient qu'ils perdaient leurs archives, que si le technicien intermédiaire, qui était généralement extérieur à l'association, faisait défaut, alors ils se retrouvaient coincés. Après ces expériences dans certaines associations dans les années 2000, quand je me suis retrouvée dans des postes qui me permettaient de décider ou d'accompagner des structures associatives ou militantes dans leur choix techniques, technologiques, j'ai toujours penché sur cette question de l'autonomie, la possibilité de pouvoir, pour ces associations, avoir toujours la main sur leur nom de domaine, leurs archives, et que les outils qu'ils utilisent soient suffisamment standards pour qu'en cas de changement de personnel, alors ils puissent quand même continuer à travailler et à récupérer tout le travail qui a été fait et pas devoir toujours recommencer à zéro. Donc ça, c'est une des raisons, moi, qui me semble essentielle dans la perspective de ces choix d'outils pour les associations et pour le secteur non marchand. C'est toujours cette question de l'autonomie. Dans ce cadre-là, ce qu'il faut quand même reconnaître par rapport à un projet tel que celui-là, c'est qu'il ne suffit pas de mettre à disposition des logiciels. Donc une grosse partie du travail qu'on a mené, ma collègue et moi, c'est de l'accompagnement et de la formation. Donc suite à ce premier confinement, on a décidé de travailler cet été pour mettre en place ces outils à destination des élèves, mais aussi de changer certains des outils qu'on avait utilisés lors du premier confinement. Et par rapport à ça, donc, on s'est vite rendu compte que le temps, on imaginait avoir un temps long pour que tout le monde puisse s'acclimater à ces outils. Et puis très vite, en septembre, on s'est rendu compte que la crise sanitaire allait peut-être plus vite, la seconde vague allait arriver peut-être plus vite que ce qu'on avait imaginé. Donc, tout comme on l'a fait avec les élèves, on a décidé de faire une forme de formation pair à pair, c'est-à-dire moi j'ai d'abord vu un premier groupe de professeurs qui se sont proposés d'accompagner d'autres professeurs par la suite et de prendre en charge des groupes de façon à ce que tout le monde puisse avoir une première approche à temps. En fait, on est parti aussi avec l'idée de ne pas bousculer les usages. C'est-à-dire que les enseignants ou les élèves qui ont pris l'habitude d'utiliser Jitsi peuvent continuer à l'utiliser, mais on propose des choses en plus. Et par ailleurs, toujours dans cette idée de liberté d'enseignement, si les enseignants ou les élèves souhaitent utiliser autre chose en parallèle, il n'y a aucun problème. On ne va pas du tout imposer quoi que ce soit, puisqu'on sait aussi
que les usages par rapport aux outils numériques sont souvent difficiles à changer, surtout quand les personnes ne se sentent pas particulièrement sécures par rapport à l'utilisation du numérique. On imagine que parce que les ordinateurs sont partout, parce que le numérique est partout, de notre santé à notre banque, à tous les éléments de notre vie, que c'est évident pour tout le monde et ça l'est pas. Et donc, du coup, les habitudes sont à prendre en compte quand on a un projet de changement d'outils informatiques dans une structure. Et donc, moi, je suis assez pour dire, OK, on fait les choses étape par étape. Et on fait cohabiter différents systèmes. Par exemple, ici, on a une radio interne pour les étudiants. On a un serveur de streaming avec toujours avec ces acteurs locaux bruxellois, mais on a aussi un projet de télévision et qui est d'abord retransmis sur Facebook parce que pour l'instant, on n'a pas eu le temps de mettre en place l'équivalent en libre. Mais c'est un projet. Et pour l'instant, on s'est dit on va faire cohabiter les deux jusqu'à ce qu'on soit capable de maîtriser les deux types de chaînes. Et même à terme, il est tout à fait possible qu'on garde les deux. C'est pas un problème. Simplement, on va pouvoir montrer aux élèves que c'est aussi possible de le faire autrement. Et donc, je pense qu'il est possible à des associations qui n'ont pas de personnel dédié ou qui n'ont pas d'expertise particulière en interne de passer à ces outils, si tant est qu'elle soit prête à consacrer du temps, en fait, à l'accompagnement des projets, et surtout qu'elle n'envisage pas, un peu comme ce que j'ai expliqué par rapport au fait ici, on fait cohabiter différents types de logiciels, puisque les profs ont la suite Google Éducation, les élèves sont sur un WebL en logiciel libre. Voilà. Donc, parce qu'on s'est dit, on va pas tout faire d'un coup. Parce qu'alors là, on va être débordé. Donc, je pense qu'il y a vraiment la possibilité pour une association qui se dit, moi, je voudrais changer, je ne voudrais plus être dépendant des GAFAM, de faire les choses par étapes. Je crois qu'il y a quelque chose qui nous intéressait aussi derrière le fait d'utiliser ces outils, c'est de casser le mythe de l'immédiateté, du service fonctionnel 24 heures sur 24, parce qu'on ne se rend pas compte des coûts sociaux, en fait, qui sont derrière cette disponibilité permanente. En fait, on sait peu de choses sur les gens qui travaillent derrière les GAFAM, mais quand on a accès à leurs conditions de travail, on se rend compte aussi que c'est assez catastrophique et que ça a un coût humain très lourd. Et donc ici, on s'est aussi donné le temps de mettre des choses en place en se disant, on va faire des choses par étapes, tout ne va pas être disponible tout de suite, on commence par un bout, etc. Parce que je crois que derrière cette course qu'on a eue depuis les 2 confinements, se dire il faut quand même que tout continue comme si de rien n'était. En fait, on n'est absolument pas dans une situation comme si de rien n'était. Et donc, par rapport à ça, on a décidé collectivement de ne pas faire comme si de rien n'était. Et donc, le choix des outils va aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire, on a vu les logiciels évoluer au fur et à mesure, avoir des nouvelles fonctionnalités. On peut contribuer aussi, s'il nous manque quelque chose, en prenant le temps de réfléchir aussi à ce qu'on veut. Le fait de prendre le temps pour choisir nos outils de travail, pour apprendre à les maîtriser, c'est quelque chose qui me paraît vraiment important. Tout comme, j'imagine, dans n'importe quel secteur, on imaginerait qu'il est normal de former quelqu'un à utiliser, vous avez des caméras, des micros, du système son, vous avez appris à les utiliser, vous n'avez pas débarqué comme ça. Pour ce qui est d'informatique, pour moi, d'autant plus que le numérique a envahi très rapidement nos vies, je crois qu'il est nécessaire de donner du temps et de libérer du temps pour que les personnes comprennent de quoi il s'agit et ne soient pas juste dans un usage complètement passif de certains logiciels et ne puissent pas passer de l'un à l'autre. Et c'est vrai que ce qui nous intéresse dans le fait de travailler avec des acteurs locaux, c'est un peu la même chose que quand les gens disent « oui, mais moi maintenant, je ne veux plus acheter mes légumes en supermarché, je veux savoir d'où ils viennent, etc. » C'est de pouvoir
recontextualiser ce que sont ces outils numériques, montrer qu'il y a de l'humain derrière, qu'il ne suffit pas juste de cliquer sur un bouton et ça marche, mais bien de montrer qu'il y a une écologie, une géopolitique derrière les outils du numérique. Et quelque part, ça rejoint, pour moi en tout cas, ces enseignements que je donne en théorie de la communication et des médias, de venir se poser la question du fonctionnement et de ce qu'implique l'Internet des plateformes et l'utilisation d'un certain nombre de logiciels. Et c'est vrai que de faire ce choix de travailler avec un acteur local et puis d'utiliser des logiciels libres, c'est vraiment complémentaire, en tout cas pour moi, à ces enseignements, aussi en termes de méthode, mais aussi en termes on va dire, de perspective critique. Ça permet de rendre visibles des choses qui sont en fait masquées, de manière générale, derrière les outils qui sont utilisés depuis le premier confinement, de manière générale, Teams, etc. C'est-à-dire que derrière, même quand ce sont des outils qui sont sur abonnement ou quoi, en fait, on n'a jamais vraiment une idée réelle des coûts, que ce soit en termes financiers, en termes humains, qui travaillent derrière ces plateformes. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir quelque chose qui est disponible 24 heures sur 24, qui est toujours fonctionnel, et puis aussi des termes, on n'a pas vraiment une idée du coût écologique de tout ça. Et donc, voilà, de rendre visible à travers ces outils-là certains éléments de ce que ça veut dire de travailler en télétravail, de faire du téléenseignement, pour nous, je pense que ça fait partie d'une réflexion un peu générale qu'on essaye d'avoir sur tous les outils, sur le rapport à la technique de manière générale dans l'école, que ce soit les outils qui sont utilisés dans les ateliers techniques, les outils techniques de construction ou d'autres matières. C'est la même réflexion avec l'outil informatique. Il y a aussi autre chose qui est important par rapport à ces questions générales de logiciels libres dans le cadre du télétravail, c'est aussi la question de l'équipement matériel. C'est-à-dire, on voit bien qu'il y a eu une course à l'achat de nouveaux matériels, notamment parce que les logiciels notamment qui font tourner les ordinateurs demandent de plus en plus de ressources. Il se trouve que l'accent est toujours mis sur l'achat de nouvelles machines. Et je sais que dans le secteur associatif, il n'y a pas forcément le budget pour acheter de nouvelles machines. D'un point de vue à la fois écologique et économique, ces logiciels permettent de faire durer le matériel plus longtemps. Là où il faut avoir la dernière version absolument de tel OS, que ce soit Windows ou Mac, et qu'à un moment donné, il n'y a plus de mise à jour pour votre matériel, alors vous changez d'ordinateur. Avec des logiciels libres, votre ordinateur, il va pouvoir durer plus que 10 ans. Le fait de faire connaître à la fois les plateformes, mais aussi les logiciels qui servent aux ordinateurs, qui servent sur les ordinateurs, j'ai vraiment la conviction que ça permettrait aussi au plus grand nombre d'être équipés. Pas que je pense au fond de moi que ce soit nécessaire et vital et que ce soit un bon projet pour l'humanité, mais simplement que face à la contrainte sociale d'être connecté pour l'administration, pour ceci, pour cela, l'alternative des logiciels libres est une possibilité qui coûte moins cher globalement, c'est-à-dire aussi bien de manière environnementale que d'un point de vue économique.